continue. Nicolas Henkes va intervenir sur la mobilité des équipes en santé mentale, espace, temporalité et politique. Non? T'as changé de titre? Non, j'ai pas changé de titre, mais le titre, voilà, c'est le genre de titre qu'on produit trop 6 classe, mois à l'avance. Trop classe titre. Et voilà. Je dois commencer par vous dire que je suis Nicolas Henkes, donc je suis sociologue et je travaille dans une institution qui s'appelle le CNRS. Et je suis aussi un peu historien. Et la dernière fois que je suis venu à Marseille, j'étais venu pour faire l'historien. Les organisateurs, ou les organisatrices, dont certaines sont ici, m'avaient demandé de faire l'historien de la table ronde, en tout cas d'apporter un recul historique sur la question. Et après, dans la discussion, il y a quelqu'un qui avait pris la parole, je ne crois pas qu'il soit là, pour expliquer que l'histoire, on s'en fichait, que ça n'avait aucun intérêt, et que ce qu'il fallait regarder, c'est le présent et l'avenir. Et du coup, je me suis juré de ne plus faire l'historien à Marseille. Donc je vais faire un exercice qui est plus compliqué en réalité, qui est de faire le sociologue. C'est plus compliqué parce que l'historien peut toujours s'abriter derrière l'histoire que vous avez très bien présentée, donc j'ai bien fait de ne pas le faire. Sociologue, je vais devoir parler de ce que vous faites, et évidemment, en n'étant pas moi-même impliqué dans vos pratiques, en n'étant moi vraiment pas expert, je suis vraiment pas expert, je suis désolé, mais surtout pas de vos pratiques que je découvre depuis ce matin, je vais forcément tomber un peu à côté, donc vous m'en excuserez. Alors, par ailleurs, avant de commencer, je voulais juste aussi, je peux pas m'empêcher de vous signaler, on y a fait un petit peu allusion, mais de vous signaler l'entretien ou l'interview donnée ce matin par la ministre, Madame Buzyn, au quotidien du médecin à l'occasion de l'inauguration, enfin de l'installation, je pense que c'est comme ça qu'on dit, du nouveau comité stratégique de la psychiatrie, pour la psychiatrie. Et non, pour la psychiatrie, je crois qu'il y a la santé mentale. Il y a peut-être la santé mentale aussi. Et j'ai pas eu, vous savez, c'est les newsletters qui vous tombent dans vos mails. J'ai pas pu accéder à l'article parce que je suis pas abonné au quotidien du médecin. Mais le titre de l'interview était, je ne peux pas vous la citer exactement parce que je l'ai pas noté et je n'ai plus internet, mais était que globalement la ministre voulait, et là je cite, une entre guillemets psychiatrie moderne. Et pour le sociologue que je suis, qui a été biberonné à l'idée que la modernité c'est le passé, ou même que ça n'a jamais existé, c'était Bruno Latour, vous connaissez peut-être, sociologue, philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes ». Donc, sans aller jusque-là, pour beaucoup de sociologues pensent qu'on est maintenant devenu post-moderne, ou alors moderne avancé. Donc, pour un sociologue, c'est une idée assez compliquée de se dire qu'il faut être moderne aujourd'hui. Et alors c'est peut-être le devoir que je vous propose pour vous. Est-ce que la psychiatrie que vous faites est moderne? Et peut-être réfléchissez à ça pendant que je parle, comme ça vous donnera autre chose à penser, puis on en rediscutera après. Alors, je vais entrer dans la matière, encore par un dernier détour peut-être, pour souligner, pour vous dire que quand Samuel Bouloudnine m'a écrit il y a 8 mois ou quelque chose comme ça, pour m'inviter à cette conférence, à ces journées, j'ai dit oui, je dois dire, sans trop me méfier. Alors, et je l'avoue, j'ai dit oui pour des raisons pas forcément très bonnes. D'abord, peut-être parce que c'était Marseille, parce que le message d'invitation était sympathique, parce que les équipes mobiles semblent bien savoir ce que c'était, et vraiment, je découvrais pratiquement l'existence de ça, à quelques exceptions près. Donc, sans bien savoir ce que c'était, je trouvais ça intéressant, mais j'avais pas énormément d'attentes. Je me disais que j'allais parler à un petit groupe de professionnels, les mains dans le cambouis, et impliqués dans des pratiques innovantes, un petit peu marginales peut-être, je sais pas, et voilà. Et j'ai dit oui au fond parce que j'aime bien ce genre de rencontres où on peut discuter, parce que par ailleurs, en tant que sociologue, encore une fois, je ne suis pas dans vos pratiques, et c'est comme ça que je peux apprendre quelque chose de ce que vous faites dans ce genre de rencontres. Quand après, il m'a envoyé le pré-programme, je sais pas, il y a 2 ou 3 mois après, j'ai constaté que j'allais parler à cette table ronde, et après mes illustres prédécesseurs, je me suis dit, quand même, c'était un peu plus gros que ce que je pensais, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tables rondes, et que manifestement le programme était chargé. Et quand, il y a 1 mois, Samuel m'a dit qu'on en allait être plusieurs centaines, et je crois que de fait, on est 400, alors peut-être pas 400 ici aujourd'hui, mais il y a 400 inscrits apparemment, j'ai compris qu'il se passait potentiellement quelque chose, que les équipes mobiles, c'était peut-être un peu plus que juste quelques expériences à droite à gauche, qui faisaient un peu bouger les choses, mais qui étaient un peu nourries dans leur coin. C'était peut-être de l'ordre de ce qu'en sociologie, on appelle un mouvement ou un monde social. Alors, un mouvement, un monde social, c'est un gros mot, mais très, très simplement, ça veut juste dire un réseau ou un groupe d'acteurs mobilisés autour d'un enjeu, et souvent d'une technique, mais aussi de valeurs, et d'un enjeu ou de technique, de valeurs qui cherchent à promouvoir et à défendre, et qui finissent par représenter quelque chose, par s'installer, disons, dans le paysage, j'ai envie de dire, politique et médical.
et imprimer d'une certaine façon une marque sur ce paysage. Alors, en me disant ça, je vais pas faire l'historien, mais je me suis dit quand même que, je me suis souvenu qu'il y a eu un certain nombre de, encore une fois, le terme, je suis pas très sûr de mes termes, enfin je pense que le mouvement social collerait assez bien, même si c'était un peu plus gros que ce dont il est question, le monde social collerait aussi assez bien, on parlerait aussi de segments peut-être, je sais pas, mais bref, restons sur mouvement. Je me suis dit qu'il y a eu, dans l'histoire récente de la psychiatrie, de la santé mentale, un certain nombre de ces mouvements sociaux, ou de ces mouvements, constitués autour de dispositifs ou d'institutions. Des mouvements qui, à chaque fois, ont réuni, comme aujourd'hui, des centaines de participants à des conférences où il y avait un grand enthousiasme, de mobilisation, des discussions extrêmement riches, un engagement personnel, qui par ailleurs suscitait d'abondante publication, des ouvrages, alors les actes des colloques, mais des ouvrages aussi, des articles dans des revues, et puis parfois des revues entières, qui sur le terrain donnait lieu à une masse d'expériences, alors là aussi menées avec enthousiasme, avec le sentiment de créer quelque chose, et qui étaient vécues comme des expériences personnelles, par les acteurs, par vos prédécesseurs peut-être, et peut-être par vous aujourd'hui, et en même temps que ça s'inscrivait, disons, dans ce mouvement dont ils avaient l'impression de faire un peu une variation ou une variante locale. Bon. Alors je pense précisément aux mouvements qui ont pris autour des hôpitaux de jour. Alors vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais les hôpitaux de jour à un moment ça a été, je pense, un vrai mouvement dans la psychiatrie, mouvement social encore une fois. Je pense à des choses comme les centres de crise. Il y a eu une association des centres d'accueil et de crise dans les années 80 qui a été assez mobilisatrice, je pense. Je pense à quelque chose qui a été vraiment assez gros dans les années 80, qui sont les institutions intermédiaires. Est-ce que je dis le bon terme ? Oui, structures intermédiaires, pardon, excusez-moi. Le mouvement des structures intermédiaires, l'association s'appelle les ASEPSI, et alors il y a peut-être aussi des gens qui ont été dans cette structure, mais apparemment, j'étais pas, mais apparemment c'était vraiment quelque chose, l'ASEPSI. Et je pense aussi, éventuellement à d'autres choses, mais comme le logement thérapeutique, mais on pourrait penser à d'autres choses certainement. Alors toutes ces institutions, ces dispositifs n'ont pas duré. Je veux dire que non seulement on a cessé de se réunir pour en parler avec enthousiasme et tout. Voilà, il y a plus d'associations autour des structures intermédiaires, des hôpitaux de jour, des centres d'accueil et de crise. Mais il y a même aussi certains de ces dispositifs qui ont périclité, alors qui ont décliné, je vais en dire. Alors, certains ont carrément périclité, je pense. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais il me semble que le centre d'accueil et de crise, on a beaucoup fermé et que c'est plus un dispositif extrêmement vivant aujourd'hui. Je me trompe peut-être, vous me tromperez. Certains ont une trajectoire qui est plus compliquée, comme les structures intermédiaires, où il y a beaucoup des héritiers de ce mouvement, ou de logement thérapeutique. Beaucoup d'héritiers de ce mouvement sont encore dans le paysage, mais peut-être sous des noms un peu différents, sous des formes un peu différentes, et surtout se sont routinisés. C'est devenu un peu normal, au fond, d'avoir ces structures dans le service. Mais encore une fois, toutes ces structures ont d'une certaine façon marqué une certaine époque de la psychiatrie, et peut-être un peu plus largement, il me semble, une époque de nos sociétés. On en parlait, on y participait, et ça entraînait du monde. Bon. Vous contrôlez le temps parce que je suis capable de durer longtemps, mais vous me le dites avant parce que je ne voudrais pas bazarder la fin. Alors il me semble que, mais peut-être vous-même, mais surtout mes collègues et moi-même, dont c'est la profession, les sociologues, on n'a pas beaucoup réfléchi à ces mouvements sociaux, à ce qu'ils signifient, à ce qu'ils ont apporté, à ce que cette dynamique même, je veux dire, ce mode de structuration un peu de votre milieu autour de ces mouvements, autour de ces dispositifs innovants, a pu vouloir dire. Et pourtant, il me semble que c'est absolument important d'en rendre compte, de comprendre ça, parce que ça a été probablement le moteur d'une dynamique de construction, de transformation de la psychiatrie au cours de ces 30 dernières années, donc par des vagues comme ça, de mouvements successifs, qui... alors là, j'ai perdu la fin de ma phrase, et c'est pas grave. Donc ça a été surtout, il me semble, la dynamique de ce mouvement de transformation, et mouvement dont le mot-clé est peut-être celui de l'innovation institutionnelle, l'idée que la psychiatrie se transforme par de l'innovation institutionnelle. Et ça en a été l'incarnation, et ça a été, je pense, caractéristique du moment dans lequel on est depuis 40-50 ans. Et qui est un moment assez spécifique, je veux dire, on ne parlait pas d'innovation institutionnelle dans le même sens et de la même façon, avec le même type de dynamique dans la période précédente. Et par ailleurs, c'est probablement aussi assez spécifique à la psychiatrie, je ne vois pas l'équivalent dans d'autres segments de la santé, si on peut éventuellement discuter de ce point.
Le point que je voudrais souligner, c'est surtout que ces différents mouvements, alors on peut les aborder comme des mouvements professionnels avec des enjeux cliniques qui sont extrêmement riches, et à vous lire, je suis vraiment fasciné et passionné par la clinique que vous mettez en évidence, par la façon dont vous liez votre réflexion sur vos dispositifs avec la réflexion sur la clinique, parce que j'ai lu avant de venir tout le numéro spécial de l'information psychiatrique de 2008, ou enfin non, 14 je pense, 16, je ne sais plus. Et donc vraiment, je trouve ça, c'est ça, extrêmement riche. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce sont aussi des mouvements que je qualifierais bien volontiers de politiques et de moraux aussi. Et c'est cette dimension, évidemment, pour moi sociologue, qui est pour moi importante. Si ces mouvements, donc encore une fois, organisés, pris autour de ces institutions, de ces dispositifs, ont eu à un moment une importance, et dans la psychiatrie, mais au-delà même, j'ai envie de dire, ont eu un retentissement dans la société, c'est parce que, profondément, ils apportaient une réponse politique et morale à un problème qui était lui-même politique et moral. Si on prend dans l'ordre, très rapidement, les hôpitaux de jour, encore une fois, vous vous en souvenez peut-être pas, mais à l'origine, ça a été non seulement l'ouverture, d'une certaine façon, des hôpitaux psychiatriques, parce qu'il y avait l'idée qu'on allait installer les hôpitaux de jour dans la communauté, mais profondément aussi une sorte de professionnalisation ou de médicalisation, n'ayez pas peur du mot, de l'hôpital psychiatrique. L'idée que dans les hôpitaux de jour, on allait créer des lieux de soins intensifs. Et l'idée de soins intensifs a été au cœur de cette psychiatrie-là, c'est les années 60, c'est les CHU, et d'une certaine façon, c'était la version psychiatrique du CHU de la médecine un peu de pointe. Les centres d'accueil et de crise, c'était 20 ans après quelque chose d'assez différent. C'était l'idée que, sur la notion d'accueil, il fallait baisser les seuils d'accès aux institutions, les ouvrir plus largement, faire venir, enfin, faciliter l'accès des personnes à ces structures, à ces centres d'accueil. De la même façon, les structures intermédiaires, c'était d'une certaine façon un peu le même enjeu, baisser aussi les seuils, mais à l'autre bout de la chaîne, je veux dire, en travaillant sur la limite entre milieu ordinaire et milieu psychiatrique, en créant des institutions qui étaient plus vraiment des institutions psychiatriques sans être complètement non plus enfin, tout en restant un petit peu des institutions quand même. C'est un petit peu compliqué. Alors, à chaque fois, ce que je veux souligner par là, c'est que vous le voyez, ce sont des dispositifs, je l'ai dit, qui incarnent, encore une fois, des valeurs politiques et morales, mais qui, profondément, le sens de ces valeurs politiques et morales, c'était de travailler, il me semble, les limites du système psychiatrique. À chaque fois, on a des structures qui se posent comme une forme d'extension, ou en tout cas de travail sur les limites du système, et surtout sur le sens même de l'institution. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important. À chaque moment, chacun de ces dispositifs incarne un questionnement spécifique adressé à l'institution psychiatrique. Alors, je ne sais pas maintenant, je reviens à notre sujet, donc les équipes mobiles. Je peux rien vous dire de vos équipes mobiles, je suis encore une fois très ignorant, je peux pas encore moins prédire l'avenir, je ne sais pas quelle sera votre trajectoire, si vous allez vous routiniser, si vous allez devenir la norme, j'en sais absolument rien, mais il me semble quand même, encore une fois, le simple fait qu'on soit là pour en parler, et qu'on soit là nombreux, avec une attention encore plus large, j'ai envie de dire, il me semble que, d'une certaine façon, ça reflète la position peut-être des équipes mobiles qui serait peut-être un stade encore ultérieur, disons, de ce travail sur l'institution, l'idéal plutôt, je crois bien le terme l'idéal d'une dissolution complète de l'institution. Et en fait, c'est ce que Serge et Nicolas soulignaient tout à l'heure, donc je suis très content qu'on se rejoigne là-dessus. C'est, il me semble, l'idéal absolu de l'équipe mobile, c'est au fond se passer de l'institution. Alors, je vous dis ça tout de suite, je vais tout à l'heure complètement revenir là-dessus et vous prendre à rebrousse-poil peut-être. Mais en attendant, ce que je voudrais aussi souligner, c'est au-delà de ça, pour dire des choses un petit peu plus précises sur les équipes mobiles aujourd'hui, si on se pose la question de ce que signifie ce mouvement, des valeurs qu'il incarne et qu'il reflète plus largement, il me semble qu'il y aurait trois éléments. Là aussi, je vais vous dire des choses très rapides et un peu banales, mais tout en essayant quand même de brouiller un peu les choses. Vous me direz si j'y arrive. Trois éléments qui, il me semble, caractérisent un peu comme tout à l'heure, je vous disais, les soins intensifs caractérisaient l'hôpital de jour, l'accueil était au cœur des centres d'accueil et de crise. Trois valeurs qui sont... Alors, la première, ce que je verrais bien, c'est une dimension humanitaire. Alors, c'est ce que je pense qui est dans beaucoup de vos écrits autour de l'aller vers. Aller vers qui, d'ailleurs, c'est pas forcément toujours très clair, en réalité, mais qui marque effectivement, il me semble... au fond, la dimension humanitaire, elle a toujours été là, au cœur de la psychiatrie. Je veux dire, on est dans un dispositif qui a indissociablement été un dispositif d'assistance
et un dispositif médical depuis les origines et avant même qu'on ait un état social et tout ce que vous voulez. Je veux dire, vous remontez aussi loin que vous voulez, vous avez de l'assistance, donc de l'humanitaire. Il me semble qu'effectivement, avec les équipes mobiles, on est passé vers une autre dimension de l'humanitaire par rapport à une période antérieure où la dimension était autour de l'accueil des personnes, de créer un lieu d'accueil, un lieu d'asile. Le terme d'asile voulait dire ça, quand Esquirol l'a proposé. C'est évidemment l'idée d'aller au-devant, et c'est plus largement, alors des sociologues de Lille qui sont, que vous connaissez probablement, Lise de Mailly propose le terme de travail de disponibilité, qui traduit cette idée. Et alors, il me semble que vous posez beaucoup la question en termes de répondre à une non-demande, répondre à des demandes qui n'existent pas forcément, mais il me semble que c'est aussi apporter des réponses à des non-réponses, enfin apporter des solutions dans des endroits où il n'y a pas de réponse non plus. Donc il me semble qu'il faut toujours voir ce genre d'approche dans les deux sens, à la fois du côté de vers qui on va, mais vers qui on va dans sa position, dans un système qui répond ou pas finalement à une demande qui est peut-être là ou peut-être pas, mais c'est toujours l'ambiguïté de la médecine que de questionner le sens de la demande. La deuxième valeur, il me semble, importante, c'est celle évidemment de la mobilité. Alors ça aussi, c'est au cœur de vos réflexions et au cœur de tous vos écrits. Ce qui m'intéresse dans ce que vous écrivez, c'est peut-être moins la mobilité spatiale, je pense, qui est là aussi beaucoup à questionner, je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure, mais plutôt qu'au fond, ce qui me frappe beaucoup en vous lisant et en vous entendant, c'est ce que je qualifierais bien plutôt par l'idée de mobilité des cadres, au fond. Ce que vous aimez bien faire bouger, c'est plus que, en fait, vos équipes, les faire déplacer, c'est les cadres dans lesquels vous intervenez, les cadres de l'institution, mais aussi les cadres professionnels. Et je suis frappé par vos présentations, vous insistez sur le brassage et le mixage et la façon dont ce mix des valeurs professionnelles et des postures professionnelles et la façon dont à chaque fois ça vous met vous-même en tant que professionnel, ça vous pousse dans vos retranchements. Et ce qui me frappe, c'est qu'au-delà du cas de vos équipes mobiles psychiatriques, c'est une valeur qu'on retrouve dans d'autres équipes mobiles dans le champ de la médecine. Un bon collègue avec qui j'ai un peu travaillé sur le SAMU, et il y avait une expression qui revenait dans certains entretiens avec des médecins urgentistes, c'est qu'on aime quand ça bouge, quoi. Cette idée, on aime quand ça bouge, quand le travail n'est pas tout le temps le même, et surtout quand les choses vont vite, quand il faut s'adapter. Donc cette idée de mobilité, au sens peut-être Zébulon, c'est peut-être là où ta métaphore tout à l'heure viendrait là, il me semble vraiment importante à souligner, et reflète aussi ce travail sur un peu cette désinstitutionnalisation, au sens où l'institution, par définition, c'est un peu l'immobilisation de la mobilité. La troisième valeur, j'ai signalé, c'est peut-être le troisième terme de mon titre, ça tourne autour de la temporalité spécifique de vos interventions, qui me semble là aussi marquer quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce qu'était la psychiatrie, qui a beaucoup travaillé sur le temps long de la chronicité. Je pense que les années 60, c'était la chronicité. J'ai entendu Serge hier soir dire que quand il est arrivé en psychiatrie, c'était la chronicité qui l'intéressait. Et c'est vrai que pour les psychiatres et, il me semble, une bonne partie de la société française, en vérité, des années 60-70, l'expérience de la chronicité, c'est le temps complètement distendu de la maladie mentale, était au fond ce qui motivait les gens, et la durée longue de la rencontre qu'on pouvait créer dans ce temps de la chronicité, aussi en tant que soignant. C'est une époque où, au fond, quand on était chef de service dans un endroit, on y restait quand même des années. Quand on était soignant, on était souvent fils d'infirmier dans un hôpital psychiatrique, et même, encore aujourd'hui, ça reste beaucoup le cas, mais pour d'autres, par déterminisme sociologique par ailleurs. Mais cette installation dans la durée était évidemment un temps fort de cette période. Par rapport à ça, ce que vous apportez, c'est, il me semble, moins l'idée que de crise en tant que telle, c'est peut-être plus le moment en centre d'accueil et de crise, mais l'idée que le travail sur la crise va permettre, malgré ça, de faire un travail dans la durée. Et c'est un travail que je qualifierais bien, mais c'est quelque chose que je teste avec vous, ou une idée de temporalité que je testerais bien avec vous, qui est plutôt celle de l'intermittence, plutôt que celle de l'intervention ponctuelle à un bout ou l'intervention dans la durée à l'autre bout. L'idée qu'en allant de façon répétée, avec une personne, on crée des moments qui vont, en s'inscrivant dans une série ou dans une trajectoire, vont permettre de faire bouger quelque chose et, au fond, de modifier, d'infléchir le cours de cette trajectoire. Donc, dimension humanitaire, dimension de mobilité, dimension d'intermittence de votre travail. Alors, encore une fois, je vois vraiment ça comme trois formes d'idéaux,
et d'idéaux qu'on pourrait vraiment raccrocher à des valeurs sociales plus larges. Alors, je pourrais continuer un peu là-dessus. Ce que je voudrais faire pour le dernier temps de l'intervention, c'est plutôt prendre une voie un peu latérale et souligner que, au fond, dans cette dimension d'idéal, il y a, en sociologie, on a idéal, ça va avec idéologie. Il y a toujours un peu l'idée que l'idéal, au fond, fonctionne comme un moteur qui va vous pousser à faire des choses, qui vous oriente dans vos actions. Mais il y a aussi une forme éventuellement plus aliénante, pour l'idéologie, encore on est dans la dimension marxiste, une forme un peu l'idéal, c'est aussi quelque chose qui fait parfois écran par rapport à vos pratiques, et c'est un peu là-dessus que je voudrais, pour finir, réfléchir avec vous, essayer de vous prendre un peu à rebrousse-poil à partir de la mobilité. Et ok, mais ça va pas être très long. Et je voudrais pour ça me centrer sur la deuxième des trois valeurs que j'ai évoquées, c'est donc la mobilité, qui est, encore une fois, le centre de toutes vos réflexions. Et pour ça, je vous propose un petit détour. Là aussi, c'est une réflexion, encore une fois, je vais pas faire l'historien, enfin je vais essayer de pas faire l'historien, mais je peux pas m'empêcher de penser au temps que j'ai passé à faire un peu d'histoire et surtout à lire la littérature secondaire, et à me dire que c'est un peu paradoxal, au fond, aujourd'hui, d'avoir un intérêt pour la mobilité à un moment où je suis prêt à faire l'argument, et je vais vous dire pourquoi. La médecine n'a jamais été aussi immobilisée. Elle n'a jamais été aussi immobilisée parce que si vous lisez l'historien, si vous lisez l'histoire de la médecine du 19e siècle et encore jusqu'au milieu du 20e siècle, au fond, la médecine, c'est une médecine qui va vers, au sens le plus spatial du terme, c'est une médecine qui se déplace chez les patients. Au fond, le lieu de la médecine, le lieu de la maladie, c'est son milieu naturel, là où il émerge, c'est-à-dire dans son environnement naturel, c'est-à-dire dans le domicile du patient. Et il y a eu un travail, j'entends le terme de travail dans un sens très vague, il y a un travail qui a été long et compliqué pour, au fond, immobiliser la médecine, mais surtout déplacer, on a immobilisé la médecine, au fond, en déplaçant le lieu naturel de la maladie, en le déplaçant du domicile du patient, là où elle avait émergé, vers ce lieu artificiel par excellence qui est l'hôpital. Alors, vous avez probablement lu Foucault, celui que je vous conseille de lire pour ça, c'est L'essence de la clinique, parce que c'est le cœur de son livre. C'est Foucault qui vous montre en 300 pages comment, à un moment précis, à la Révolution, Foucault fait ça avec une rhétorique extraordinaire en vous montrant l'avant, l'après, etc. Donc lisez ça, c'est passionnant. Il vous montre comment, dans ces 20 ou 30 années de la Révolution, on a eu un travail qui était politique et épistémique, et c'est en ça que Foucault est fort, c'est de montrer comment les deux dimensions ont été articulées, qui a amené à relocaliser, à localiser plutôt carrément, parce qu'elle n'était pas localisée là, la maladie dans cet espace, encore une fois, artificiel, fermé dans des murs, qui était l'hôpital, et qui a réussi à ancrer l'idée que l'hôpital, ça va être l'endroit où la maladie allait pouvoir s'exprimer d'elle-même, parce qu'elle était isolée des influences néfastes de son environnement, isolée des influences de la famille, mais éventuellement d'autres facteurs environnementaux tenant au climat ou à autre chose, et que c'est là où le médecin allait pouvoir la regarder, l'observer, se déployer et aussi développer les techniques qui vont pouvoir répondre à la maladie. Alors évidemment, la psychiatrie a poussé ce mouvement à son comble. Je vous rappelle, l'asile, c'est l'invention de l'asile, mais c'est surtout l'invention d'une technique de traitement qui était l'isolement. Vous prenez un manuel au XIXe siècle, ce qu'on vous dit au chapitre traitement, c'est que, et là je cite presque de mémoire à peu près mot à mot, parce que je cite tout le temps, le moyen de traitement principal de la folie est l'isolement. Alors l'isolement, ça veut dire très concrètement prendre une personne, la mettre dans un lieu où elle sera isolée de l'extérieur. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les manuels, et jusqu'au début du XIXe siècle, il y a toujours un petit paragraphe pour vous expliquer que l'isolement, on peut quand même le réaliser au domicile du patient, mais c'est pas facile. Il faut vraiment de l'espace, il faut un grand domicile pour pouvoir isoler la personne du reste de la famille, et puis il faut une logistique parce qu'il faut quand même amener un minimum de professionnels pour mettre en œuvre, au fond, l'isolement qui est une pratique, qui n'est pas juste simplement le fait d'isoler, quoi. Et ce dernier point est important parce que c'est pas le dernier point, mais c'est presque le dernier point. Alors attends, je vais du coup voir comment je saborde la fin. Non, ce dernier point est important. 3 points alors du coup. Ce dernier point est important parce qu'il pointe le fait que pour une partie de la population, tout au long du XIXe siècle, c'était pas possible de se faire soigner en dehors de son domicile. Et de fait,
la médecine générale, la médecine des riches aussi, va prendre pratiquement 1 siècle et demi pour se déplacer dans l'hôpital ou dans le cabinet médical du généraliste. Je passe là-dessus très rapidement, mais pour souligner que, au fond, ce qui est l'héritage de ce mouvement donc décrit par Foucault, c'est l'idée que le lieu naturel de la maladie, c'est l'hôpital. Et du coup, ce que vous devez réinventer avec votre mobilité, avec vos équipes mobiles, c'est effectivement une nouvelle mobilité, qui n'est pas une mobilité qui est pas une mobilité du praticien qui va se déplacer dans le milieu naturel de la maladie, mais c'est une mobilité du milieu tout entier, d'une certaine façon, de ce milieu de l'hôpital qu'on va devoir déplacer là où se trouve le malade, et d'une certaine façon recréer sur place pour pouvoir traiter effectivement le patient. Et ce problème, il s'est incarné, mais ça je vais passer très vite parce que Serge et Nicolas y ont fait allusion, par 2 problèmes qui vont arriver dans les années 50-60 successivement, qui est d'abord le problème de ces malades qui pourraient aller à l'hôpital, mais qui ne peuvent pas y aller assez vite, et donc il faut amener l'hôpital jusqu'à eux, parce que sinon ils vont mourir, et donc c'est le SAMU, c'est la mort subite, c'est les arrêts cardiaques, c'est les traumatismes, où il faut se donner les moyens d'amener, encore une fois, les équipes jusqu'à l'hôpital, vraiment au sens premier du terme, toute la technologie de l'hôpital jusqu'au patient. Et ça a été, dans un second temps, et pour d'autres raisons plus compliquées, enfin, le développement de l'hospitalisation à domicile. Et là, c'est carrément déplacer toute l'infrastructure hospitalière pour accompagner dans la durée des malades souvent chroniques chez eux. Et dans ce mouvement, il y a 2 éléments, et je vais finir avec ça, qui sont, il me semble, extrêmement importants. Dans ces deux modèles, finalement, d'équipe mobile, qui sont les 2 modèles historiques et qu'on a retrouvés dans les diapositives de Serge et Nicolas, il y a 2 éléments extrêmement importants, je vous disais, pour penser la mobilité. Il y a 2 éléments importants. Il y a d'une part l'idée qu'il faut inventer des techniques qui sont des techniques qui, au fond, sont des techniques hospitalières, mais qui vont pouvoir garder leur propriété, d'une certaine façon, si je peux parler comme ça, à l'extérieur de l'hôpital. J'étais très frappé dans la première vidéo de ce matin de Nicolas, encore, qui disait la mobilité, c'est se déplacer sans se déplacer. Et un sociologue, alors tu as absolument une intuition de ce qu'un brillant sociologue, que j'ai cité tout à l'heure, parce que c'est Latour, avait inventé le concept de mobile immuable. L'idée d'une technologie ou d'un dispositif qui au fond, garde toutes ses propriétés, quel que soit le contexte dans lequel il est mobilisé, et qui donc d'une certaine façon recrée à chaque fois une forme d'universalité dans les contextes contingents dans lesquels il s'installe. Donc cette idée de mobilité immuable, je pense que c'est extrêmement important pour penser vos pratiques. Vous avez dû inventer, dans le SAMU c'est très clair, on a dû inventer des poumons artificiels, des choses, ouais, j'arrête là. Et mon second point, alors du coup je ne le dirai pas, mais c'est toute la dimension d'infrastructure qui vous permettront d'apporter effectivement ces mobiles jusqu'aux personnes. Et quand je pense à des infrastructures, je pense à des choses très basiques, je pense des moyens de communication extrêmement basiques, je pense éventuellement à des choses plus sophistiquées comme des dossiers qu'on peut déplacer, et éventuellement à d'autres choses. Le point que je voulais souligner, du coup, pour finir vraiment en conclusion, c'est la mobilité telle qu'elle se pose actuellement. Il me semble qu'on ne peut pas la penser sans cette dimension d'accordage ou de raccrochage à ces institutions. Et d'une certaine façon, penser qu'on va arriver dans la mobilité à une dissolution de l'institution, c'est en ce sens-là que je vous disais que c'est un peu un idéal, ne me paraît pas forcément la façon la plus réaliste de voir au fond l'ancrage profond de vos pratiques dans les institutions qui sont nécessairement là pour les soutenir et vous permettre de les mettre en œuvre. Et je m'arrête. Merci beaucoup.